Le 17 août 1976, deux frères, Julien et Mathis Lavigne, quittent leur maison dans le petit village de Vieux-Moulins pour une après-midi d'exploration dans la forêt de Compiègne. Ils ne reviendront jamais. Pendant 27 ans, leur disparition reste un mystère complet. Aucune trace, aucun indice, aucun corps. La famille Lavigne vit dans un purgatoire sans fin, entre espoir et désespoir. Puis, en septembre 2003, un chasseur local nommé Henri Castellane découvre quelque chose d'étrange enterré près d'une cabane abandonnée, un sac à dos d'enfant partiellement décomposé. À l'intérieur, des objets qui appartiennent aux frères disparus et un carnet qui va révéler une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Comment deux enfants peuvent-ils disparaître sans laisser la moindre trace dans une forêt où des centaines de personnes les ont cherchés? Et qu'est-ce qui s'est réellement passé cet après-midi d'août, il y a presque 3 décennies? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Vieux-Moulins est un village d'à peine 400 habitants, niché au cœur de la forêt de Compiègne, dans le département de l'Oise, en Picardie. En 1976, c'est un endroit où tout le monde se connaît, où les portes restent souvent déverrouillées et où les enfants jouent dehors jusqu'au coucher du soleil. Le village tire son nom d'un ancien moulin à eau construit au XVIIIe siècle, aujourd'hui en ruine, mais toujours visible près du ruisseau qui traverse la commune. La forêt de Compiègne elle-même s'étend sur plus de 14 000 hectares. Un vaste labyrinthe de chênes centenaires, de hêtres et de sentiers qui serpentent à travers une topographie vallonnée. C'est un territoire de chasse prisé, parcouru régulièrement par les habitants locaux qui en connaissent chaque recoin. La famille Lavigne habite une modeste maison en pierre au bout de la rue principale, une bâtisse typique de la région avec des volets bleus délavés par le temps. Antoine Lavigne, 41 ans, travaille comme opérateur de machine dans une usine textile à Compiègne, à 15 km de là. Chaque matin, il prend sa vieille Peugeot 204 pour faire le trajet, partant à 6 heures précises. C'est un homme de routine, taciturne, qui parle peu mais qui aime profondément sa famille. Les habitants du village le décrivent comme quelqu'un de sérieux, peut-être trop sérieux. Un homme qui porte le poids du monde sur ses épaules. Il a grandi dans une famille ouvrière stricte, où l'expression des émotions était considérée comme une faiblesse. Marguerite, son épouse, a 38 ans en cette année 1976. C'est une femme au visage doux encadré de cheveux châtains qu'elle garde toujours attachés en chignon. Elle s'occupe de la maison et des 3 enfants avec une énergie qui cache une fatigue permanente. Avant son mariage, elle travaillait comme secrétaire dans la mairie de Compiègne, mais Antoine avait insisté pour qu'elle reste à la maison après la naissance de Julien. Elle a accepté, même si parfois, quand elle regarde par la fenêtre de la cuisine, une ombre de mélancolie traverse son regard. Elle compense en s'investissant totalement dans l'éducation de ses enfants, en particulier Julien, l'aîné, en qui elle place tous ses espoirs. Julien a 12 ans et demi. C'est un garçon mince, avec des cheveux blonds qui lui tombent dans les yeux, qu'il repousse constamment d'un geste machinal. Il est bon élève au collège de Compiègne, particulièrement doué en mathématiques et en sciences naturelles. Son instituteur, M. Valois, a même suggéré qu'il pourrait viser le lycée à Compiègne et peut-être même l'université plus tard. Une perspective qui remplit Marguerite de fierté, mais qui semble indifférer Antoine. Julien est curieux de tout, il pose des questions incessantes, dévore les livres de la petite bibliothèque du village. Il a un carnet qu'il garde toujours avec lui, où il dessine des plantes, des insectes, des oiseaux qu'il observe dans la forêt. C'est un enfant rêveur, souvent perdu dans ses pensées. Mathis, 9 ans, est tout le contraire de son frère. C'est un garçon robuste, aux cheveux bruns bouclés, toujours en mouvement, toujours en train de grimper quelque part ou de courir après quelque chose. Il a l'énergie débordante typique de son âge et une capacité remarquable à se mettre dans des situations dangereuses. Marguerite dit souvent qu'il lui donne des cheveux blancs.
Mathis adore son grand frère et le suit partout comme une ombre, même quand Julien préférerait être seul. Entre eux, il y a cette dynamique complexe qu'on trouve souvent entre frères, de l'affection, de l'irritation, de la protection. Julien se plaint parfois que Mathis est toujours dans ses pattes, mais quand quelqu'un d'autre critique son petit frère, il est le premier à le défendre. Céleste, la Benjamine, n'a que 6 ans. C'est une petite fille aux grands yeux noisettes qui observe tout avec une intensité troublante pour son âge. Elle est encore trop jeune pour accompagner ses frères dans leurs aventures en forêt, ce qui la frustre énormément. Elle passe ses après-midi à jouer dans le jardin derrière la maison, sous la surveillance de Marguerite, rêvant du jour où elle sera assez grande pour suivre Julien et Mathis. La vie à Vieux-Moulin en 1976 est marquée par les rythmes de la nature et du travail. L'été, les enfants du village se retrouvent souvent pour jouer au football, sur le petit terrain près de l'église, ou pour explorer les lisières de la forêt. Il y a une liberté que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent plus. Les parents ne s'inquiètent pas si leurs enfants rentrent un peu en retard pour le dîner. La forêt est considérée comme un terrain de jeu naturel, pas comme un danger. Bien sûr, il y a des règles, ne pas s'aventurer trop loin, rester sur les sentiers connus, rentrer avant la nuit, mais ces règles sont souples. Julien et Mathis connaissent particulièrement bien un secteur de la forêt à environ 2 kilomètres au nord-est du village. C'est là qu'ils ont leur endroit secret, comme ils l'appellent, une petite clairière près d'un ruisseau où ils vont souvent l'après-midi. Ils y ont construit une sorte de cabane rudimentaire avec des branches, ont installé des pierres plates pour s'asseoir. C'est leur royaume, leur échappatoire aux contraintes de la maison. Julien y apporte ses livres et son carnet, Mathis y construit des barrages dans le ruisseau ou poursuit des lézards. Les autres enfants du village connaissent vaguement l'existence de cet endroit, mais c'est le territoire des frères Lavigne, et ils le respectent. L'oncle Marcel, le frère cadet d'Antoine, rend visite à la famille environ 1 fois par mois. Il vit à Paris où il travaille dans la construction. C'est un homme très différent d'Antoine, plus extraverti, plus démonstratif. Il apporte toujours des bonbons pour les enfants et raconte des histoires de la capitale qui font rêver Marguerite. Julien l'adore parce qu'il est le seul adulte qui semble vraiment s'intéresser à ses observations sur la nature. Marcel l'encourage toujours, lui dit qu'il pourrait devenir scientifique un jour. Antoine regarde ces interactions avec un mélange de jalousie et de désapprobation, comme si l'enthousiasme de son frère était une critique implicite de sa propre réserve. L'été 1976 est particulièrement chaud et sec. La France traverse une canicule, et même sous le couvert des arbres de la forêt de Compiègne, la chaleur est oppressante. Le ruisseau, près de la clairière secrète des garçons, coule moins fort que d'habitude, réduit à un mince filet d'eau par endroits. Les feuilles des arbres commencent à brunir prématurément, et il y a constamment cette odeur de terre sèche et de végétation chauffée par le soleil. Les adultes parlent de la sécheresse avec inquiétude. Les agriculteurs craignent pour leur récolte. Le samedi 17 août 1976 se lève avec un ciel d'un bleu éclatant, pas un nuage à l'horizon. Antoine est parti tôt ce matin-là, malgré le week-end, appelé à l'usine pour une réparation urgente d'une machine. Il a quitté la maison vers 7 heures, promettant d'être de retour pour le déjeuner. Marguerite prépare le petit déjeuner pour les enfants, des tartines de beurre et de confiture de fraises, du chocolat chaud malgré la chaleur, parce que c'est ce que les garçons préfèrent. Vers 9 heures du matin, Julien annonce à sa mère qu'ils vont à leur endroit dans la forêt. Ce n'est pas une demande de permission, c'est une simple information, parce que c'est devenu une routine de l'été. Marguerite hoche la tête distraitement, occupée à laver la vaisselle. Elle leur rappelle les règles habituelles. Rentrez avant 5 heures, ne vous éloignez pas des sentiers que vous connaissez, faites attention à Mathis. Julien roule des yeux à cette dernière instruction, comme toujours. Mais il promet. Il glisse son carnet dans la poche arrière de son short et attrape la petite gourde en métal qu'ils emportent toujours. Mathis, déjà surexcité à l'idée de partir, sautille sur place. Céleste les regarde partir depuis la porte de la cuisine, son petit visage marqué par la frustration.
Elle veut les accompagner, comme tous les week-ends, mais Julien est catégorique. Elle est trop petite, elle ralentit tout. Marguerite la console en lui promettant qu'elles iront cueillir des mûres plus tard dans l'après-midi. Les deux garçons s'éloignent sur le chemin de terre qui longe les premières maisons du village, leurs silhouettes se découpant contre la lumière intense du matin. Madame Fournier, une voisine qui arrose ses géraniums, les voit passer vers 9h15. Elle leur fait un signe de la main. Ils répondent poliment. C'est le dernier témoignage visuel confirmé des frères Lavigne par quelqu'un du village. Ils prennent le sentier qui part vers le nord-est, celui qu'ils ont emprunté des dizaines de fois cet été. Le sentier est étroit, bordé de fougères hautes qui atteignent presque la taille de Matisse. Il fait déjà chaud, mais sous le couvert des arbres, il y a encore un peu de fraîcheur. D'après les reconstitutions ultérieures, les garçons auraient dû atteindre leur clairière vers 10h, 10h15 maximum. C'est une marche d'environ 45 minutes à 1 heure pour eux, en fonction de leur vitesse et des arrêts que fait Matisse pour examiner quelque chose d'intéressant. Le sentier est clairement marqué, impossible de se perdre, du moins pour quelqu'un qui le connaît comme eux. Ce que personne ne sait, c'est ce qui s'est passé entre le moment où Madame Fournier les a vus et l'heure où ils auraient dû arriver à leur clairière. Ce trou noir d'1 heure va hanter les enquêteurs pendant des années. Antoine rentre de l'usine vers 13h30, frustré parce que la réparation a pris plus de temps que prévu. Il s'attend à trouver les garçons à la maison pour le déjeuner, mais Marguerite lui dit qu'ils sont toujours dans la forêt. Il fronce les sourcils, c'est inhabituel qu'ils restent aussi longtemps sans revenir manger, mais il ne s'inquiète pas encore. Les enfants perdent la notion du temps quand ils jouent. Ils déjeunent rapidement une omelette et du pain, puis annoncent qu'il va faire une sieste. La chaleur et la matinée de travail l'ont épuisé. 15h. Marguerite commence à regarder l'horloge de la cuisine avec une certaine anxiété. Les garçons savent qu'ils doivent rentrer avant 17h, et généralement, ils sont de retour bien avant pour le goûter. Elle sort devant la maison, scrute la rue, espérant voir leur silhouette apparaître. Rien. Elle rentre, essaie de se concentrer sur le repassage, mais ses yeux reviennent constamment vers l'horloge. 16h30. Antoine se réveille de sa sieste et trouve Marguerite debout dans la cuisine, les bras croisés, le visage tendu. Les garçons ne sont toujours pas rentrés. Cette fois, Antoine commence à ressentir une pointe d'inquiétude. Il décide d'aller à leur rencontre. Il connaît le chemin vers la clairière, même s'il n'y va que rarement. Il enfile ses bottes et part d'un pas rapide. Antoine marche vite, appelant ses fils toutes les quelques minutes. Sa voix résonne entre les arbres, mais seul le silence lui répond. Il atteint la clairière vers 17h15. L'endroit est désert. La petite cabane de branches est toujours là. Les pierres plates pour s'asseoir aussi, mais aucune trace des garçons. Il remarque quelque chose d'étrange. Tout semble intact, comme si personne n'était venu ici aujourd'hui. Habituellement, quand les garçons passent du temps dans la clairière, il y a des signes évidents. Le sol piétiné, des branches fraîchement cassées, des traces de leur présence. Mais là, rien. C'est comme s'ils n'étaient jamais arrivés. Antoine sent la peur lui nouer l'estomac. Il commence à chercher autour de la clairière, s'enfonçant dans les sous-bois, appelant de plus en plus fort. « Julien! Matisse !» Sa voix devient rauque à force de crier. Il cherche pendant 1 heure, explorant tous les endroits qu'il connaît dans le secteur, mais il ne trouve rien, pas un vêtement accroché à une branche, pas une empreinte dans la terre sèche, rien. À 18h30, Antoine court presque en retournant au village, la panique lui serrant la poitrine. Il fait irruption dans la maison où Marguerite l'attend, le visage blême. « Ils ne sont pas là-bas », dit-il simplement. Les mots restent suspendus dans l'air lourd de la cuisine, chargés d'une signification terrible. Marguerite porte sa main à sa bouche, ses yeux se remplissent de larmes. Céleste, qui joue dans le salon, sent l'atmosphère changer et commence à pleurer sans vraiment comprendre pourquoi. Antoine se rend immédiatement chez les voisins les plus proches, les Garnier. Monsieur Garnier est un ancien militaire, un homme d'action. En quelques minutes, la nouvelle se répand dans le village. À 19h, une dizaine d'hommes se sont rassemblés devant la maison des Lavigne, équipés de lampes torches.
Le maire de Vieux-Moulins, M. Lefebvre, a déjà contacté la gendarmerie de Compiègne. Les gendarmes arrivent vers 19h30. 2 véhicules, 4 hommes en uniforme, dirigés par le brigadier-chef Arnaud. Le protocole pour un enfant disparu est immédiatement activé. Le brigadier-chef Arnaud interroge brièvement Antoine et Marguerite. Quand ont-ils vu les garçons pour la dernière fois? Quelle direction ont-ils prise? Avaient-ils l'habitude d'aller dans cette partie de la forêt? Y a-t-il des conflits familiaux? Des personnes suspectes dans le secteur récemment? Les parents répondent du mieux qu'ils peuvent. Mais Marguerite est à peine cohérente. Elle sanglote, répète sans cesse que c'est sa faute, qu'elle aurait dû les accompagner. La nuit tombe, et avec elle, l'angoisse monte d'un cran. Dans la forêt de Compiègne, en août, les nuits sont encore relativement douces, mais 2 jeunes garçons seuls dans le noir, peut-être blessés, peut-être perdus, c'est une perspective terrifiante. Les équipes de recherche s'organisent. Les hommes du village, guidés par les gendarmes, forment des groupes de 4 ou 5. Ils sont équipés de lampes torches, de sifflets, de cordes. Ils vont ratisser systématiquement la zone autour de la clairière. Les recherches nocturnes commencent vers 20h30. Les faisceaux des lampes torches dansent entre les arbres, créant des ombres fantomatiques. Les hommes appellent les noms des garçons, encore et encore. Julien, Mathis. Le son de ces noms criés dans la nuit va hanter Marguerite pour le reste de sa vie. Elle reste à la maison avec Céleste et quelques femmes du village venues lui tenir compagnie, incapables de rester assises, marchant de long en large, sursautant à chaque bruit. Les recherches se poursuivent toute la nuit, sans résultat. À l'aube du dimanche 18 août, les équipes épuisées rentrent au village pour quelques heures de repos, mais déjà de nouveaux volontaires arrivent. La nouvelle du désaparecimento s'est répandue dans toute la région. Des habitants de Compiègne et des villages voisins viennent prêter main forte. Le dimanche matin, ce sont plus de 150 personnes qui participent aux recherches. L'inspecteur Gauthier de la police judiciaire de Compiègne arrive vers 9h. C'est un homme d'une 50aine d'années, grand et mince, avec des cheveux gris coupés très courts. Il a l'expérience de ce genre d'affaires, même si dans cette région rurale, les disparitions d'enfants sont heureusement rares. Il établit son quartier général provisoire dans la salle communale du village et commence à coordonner les opérations de manière plus méthodique. Des maîtres chiens arrivent dans l'après-midi du dimanche avec 2 bergers allemands spécialement entraînés pour la recherche de personnes. On leur fait sentir des vêtements des garçons, des t-shirts sales prélevés dans le panier à linge. Les chiens partent du village, suivent le sentier vers la forêt, mais arrivés à un certain point, environ à mi-chemin de la clairière, ils semblent perdre la piste. Ils tournent en rond, incertains. C'est le premier élément vraiment troublant de l'enquête. Comment les chiens peuvent-ils perdre une piste aussi récente? Les jours suivants se transforment en une opération de recherche massive. Des militaires de la base aérienne de Creil sont mobilisés. On utilise des hélicoptères pour survoler la forêt, cherchant des signes depuis les airs. Chaque mètre carré de la zone autour de la clairière est passé au peigne fin. On fouille les sous-bois, on sonde les fourrés épais, on vérifie les vieux puits abandonnés dans la forêt, on drague même partiellement le ruisseau, bien qu'il soit trop peu profond pour qu'on puisse s'y noyer. Rien, absolument rien. Pas un cheveu, pas un bout de tissu, pas une semelle de chaussure. C'est comme si Julien et Mathis Lavigne avaient été effacés de la surface de la terre, quelque part entre leur maison et la clairière. Les semaines qui suivent le 17 août 1976 sont un cauchemar éveillé pour la famille Lavigne. L'inspecteur Gauthier maintient l'enquête active, mais au fur et à mesure que les jours passent, sans nouvelles découvertes, l'espoir s'amenuise. Les théories se multiplient dans le village et au-delà. Certains pensent à un enlèvement, peut-être par un rôdeur qui aurait guetté les enfants. D'autres évoquent un accident, une chute dans un trou ou une crevasse, qui n'aurait pas été découverte malgré les recherches intensives. Les plus superstitieux murmurent des histoires anciennes sur la forêt de Compiègne, des légendes de disparitions inexpliquées qui remonteraient à des siècles. L'inspecteur Gauthier explore méticuleusement chaque piste. Il interroge tous les habitants de Vieux-Moulins et des villages environnants. Y a-t-il eu des étrangers dans la région ces dernières semaines?
Quelqu'un a-t-il remarqué un véhicule suspect? Des comportements inhabituels? Les réponses sont décevantes. Vieux-Moulin est un village isolé. Les étrangers sont rares et remarqués. Personne n'a rien vu d'anormal. Une piste semble prometteuse pendant quelques jours. Un agriculteur d'un village voisin, M. Chapelle, mentionne avoir vu une camionnette grise garée sur un chemin forestier le samedi 17 août au matin vers 8h30. Il ne peut pas décrire le conducteur, il était trop loin, mais il se souvient de la camionnette parce qu'elle était mal garée, à moitié dans le fossé. L'inspecteur Gauthier mobilise toutes ses ressources pour retrouver cette camionnette. Des barrages routiers sont établis, des avis de recherche diffusés. Finalement, le propriétaire est identifié, c'est un électricien de Compiègne qui était venu réparer l'installation électrique d'une maison forestière. Son alibi est solide, plusieurs personnes confirment sa présence au moment crucial. La piste s'évanouit. Marguerite sombre rapidement. Elle ne dort presque plus, refuse de manger. Les femmes du village continuent de lui rendre visite, lui apportent des plats préparés que personne ne touche. Elle passe ses journées assise dans la cuisine, fixant la porte d'entrée, comme si à force de volonté, elle pouvait faire apparaître ses filles. Elle se reproche tout, elle aurait dû les accompagner. Elle aurait dû leur interdire d'aller dans la forêt ce jour-là. Elle aurait dû être plus vigilante. Le médecin du village, le docteur Germain, lui prescrit des calmants, mais elle refuse de les prendre. Elle veut rester éveillée, au cas où les garçons reviendraient. Antoine réagit différemment. Au début, il canalise son angoisse dans l'action. Il participe à toutes les recherches, parcourt la forêt jour après jour, même quand les équipes officielles commencent à se retirer. Il interroge lui-même les gens, poursuit des indices que l'inspecteur Gauthier a déjà écartés. Mais au fil des semaines, quelque chose en lui se brise. Il commence à boire, d'abord modérément, un verre de vin le soir pour s'endormir, puis de plus en plus. À l'usine, ses performances se dégradent. Il arrive en retard, fait des erreurs sur les machines. Son contremaître, compréhensif au début compte tenu des circonstances, finit par lui donner un avertissement formel en novembre. Céleste, à 6 ans, ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Elle sait que ses frères sont partis, mais dans son esprit d'enfant, elle s'attend à ce qu'ils reviennent, peut-être avec des explications sur une grande aventure. Elle demande souvent quand Julien et Mathis vont rentrer. Ces questions innocentes déchirent Marguerite à chaque fois. Progressivement, Céleste capte l'atmosphère lourde de la maison, les pleurs de sa mère, les absences de plus en plus fréquentes de son père. Elle devient une enfant silencieuse, renfermée, qui joue seule dans sa chambre avec ses poupées. L'oncle Marcel vient plus souvent, chaque week-end maintenant. Il essaie de maintenir une apparence de normalité, joue avec Céleste, tente de parler à Antoine, qui répond à peine. Il est profondément affecté lui aussi. Julien était son neveu préféré, celui avec qui il avait une vraie connexion. Marcel est convaincu qu'il s'agit d'un enlèvement, et il le dit ouvertement, ce qui crée des tensions avec Antoine, qui refuse d'envisager que ses fils puissent être encore quelque part, prisonniers, souffrants. En octobre 1976, l'enquête officielle est techniquement close, faute de nouveaux éléments. L'inspecteur Gauthier classe le dossier comme disparition inexpliquée, mais il assure à la famille qu'il reste en alerte, que la moindre information nouvelle sera suivie. Pour les Lavigne, c'est comme une seconde mort. Tant que l'enquête était active, il y avait de l'espoir. Maintenant, il ne reste que le vide. L'hiver arrive, et avec lui, une sorte de résignation froide. La maison des Lavigne devient un lieu sombre, silencieux. Antoine rentre de l'usine, boit jusqu'à s'endormir devant la télévision. Marguerite erre comme un fantôme entre les pièces, touchant parfois les affaires des garçons qu'elle a laissés exactement comme elles étaient, le carnet à dessin de Julien sur son bureau, les petites voitures de Mathis sur l'étagère. Céleste va à l'école maternelle du village, où elle est traitée avec une gentillesse excessive qui la met mal à l'aise. Les années passent avec une lenteur insupportable. 1977, 78, 79. Chaque 17 août, l'anniversaire de la disparition, les journaux locaux republient l'histoire.
Y a-t-il quelqu'un qui sait quelque chose? Quelqu'un a-t-il vu ces deux garçons? Mais les appels à témoins ne donnent jamais rien de concret. Quelques fausses pistes, des gens qui jurent avoir vu Julien et Mathis dans d'autres régions de France, mais toutes se révèlent être des cas d'erreur sur la personne. Antoine perd son emploi à l'usine en 1980. Son alcoolisme est devenu ingérable. Il trouve des petits boulots par-ci par-là, travaux de jardinage, réparations, mais rien de stable. Les finances de la famille se détériorent. Marguerite doit retourner travailler. Elle trouve un poste de femme de ménage à Compiègne, dans des bureaux. C'est un travail épuisant pour un salaire dérisoire, mais elle n'a pas le choix. Elle part tôt le matin, prend le bus, rentre tard le soir. Céleste, maintenant adolescente, se retrouve souvent seule avec son père qui boit. Céleste grandit dans l'ombre de ses frères disparus. À l'école, elle est connue comme la petite sœur des garçons Lavigne. Les autres enfants ne savent pas comment interagir avec elle. Certains l'évitent, mal à l'aise avec le poids du drame qui l'entoure. D'autres sont cruellement curieux, lui posent des questions inappropriées sur ce qui est arrivé à ses frères. Elle développe une carapace, devient distante, s'investit obsessionnellement dans ses études comme une échappatoire. En 1984, Marguerite tombe gravement malade. Un cancer du sein diagnostiqué trop tard. Elle subit une mastectomie, des séances de chimiothérapie qui la laissent épuisée et diminuée. Antoine, malgré son état, essaie de s'occuper d'elle, mais il est dépassé. Marcel vient autant qu'il peut depuis Paris, mais il a sa propre vie, sa propre famille maintenant. C'est Céleste, à 14 ans, qui devient la véritable soignante de sa mère. Elle l'aide à se laver, lui prépare à manger, veille sur elle la nuit quand les douleurs sont trop fortes. Marguerite survit au cancer, mais elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle a perdu beaucoup de poids. Ses cheveux n'ont jamais vraiment repoussé après la chimio. Elle porte maintenant constamment un foulard sur la tête. Son regard, autrefois si doux, est devenu vague, comme si elle était déjà à moitié partie ailleurs. Elle parle de moins en moins, sauf pour mentionner Julien et Mathis. Parfois, elle semble oublier qu'ils ont disparu. Elle met la table pour 5 personnes, prépare des portions pour des enfants qui ne sont plus là. Le village de Vieux-Moulins change aussi avec le temps. De nouvelles familles arrivent, attirées par le calme et la proximité de la nature. Ces nouveaux arrivants ne connaissent pas l'histoire des frères Lavigne, ou seulement vaguement. Pour eux, c'est juste une vieille tragédie locale. La forêt redevient un lieu de promenade et de détente. Les enfants du village continuent d'y jouer. Leurs parents ne semblent pas particulièrement inquiets. La mémoire collective est courte. Céleste quitte Vieux-Moulins dès qu'elle le peut. À 18 ans, en 1988, elle obtient son baccalauréat avec mention et part étudier à Amiens. Elle veut mettre de la distance entre elle et cette maison pleine de fantômes. Elle étudie le droit, trouve un stage dans un cabinet d'avocat, construit méthodiquement une vie loin du drame de son enfance. Elle ne rentre à Vieux-Moulins que pour les fêtes, et encore, pas toutes. Chaque retour est douloureux, voir ses parents vieillir prématurément, la maison se délabrer lentement. Antoine meurt en 1995, à 60 ans, d'une cirrhose du foie. C'est une fin prévisible, presque un soulagement après des années de lente autodestruction. Marguerite assiste aux funérailles comme une automate, ne verse pas une larme. Marcel prononce l'éloge funèbre, parle d'un homme brisé par une tragédie insupportable. Céleste, maintenant jeune avocate à Amiens, reste quelques jours pour s'occuper des affaires de son père, puis repart, soulagée de pouvoir s'échapper à nouveau. Marguerite vit seule dans la maison de Vieux-Moulins. Elle refuse de déménager, malgré les suggestions de Céleste et de Marcel. C'est ici que ces garçons sont partis, c'est ici qu'ils reviendront, répète-t-elle. Elle survit grâce à une petite pension, vit chichement. Les voisins gardent un œil sur elle, lui apportent parfois de la nourriture. Elle est devenue une figure pathétique du village, la vieille femme dont les fils ont disparu il y a si longtemps. Les années continuent de s'écouler. 1996, 97, 98. 20 ans depuis la disparition, puis 22, 25. Le dossier des frères Lavigne dort dans les archives de la gendarmerie de Compiègne, classé parmi des dizaines d'autres affaires non résolues.
L'inspecteur Gauthier a pris sa retraite depuis longtemps. Les gendarmes actuels connaissent l'histoire, mais pour eux, c'est de l'histoire ancienne. 2 enfants disparus en 1976, probablement morts depuis longtemps, victimes d'un accident ou d'un crime dont le coupable est peut-être mort lui-même maintenant. Céleste, en 2002, a 32 ans. Elle s'est mariée avec un collègue avocat, Laurent, un homme gentil qui connaît son histoire et ne pose pas trop de questions. Ils vivent à Amiens, ont un petit appartement confortable, pas d'enfants encore, ils veulent d'abord stabiliser leur carrière. Céleste visite sa mère 2 fois par an, à Noël et en été. Chaque visite est un exercice d'endurance. Marguerite, maintenant âgée de 64 ans, est de plus en plus confuse, probablement les premiers signes de démence. Elle mélange les époques, parle à ses fils, comme s'ils étaient dans la pièce d'à côté. L'automne 2003 arrive avec ses couleurs flamboyantes. La forêt de Compiègne se pare de rouges et d'or, les feuilles mortes tapissent les sentiers. Henri Castellane a 58 ans. C'est un homme trapu, aux mains calleuses, qui a passé toute sa vie à Vieux-Moulins. Il est menuisier à la retraite et chasseur passionné. Chaque année, dès l'ouverture de la saison de chasse en septembre, il passe ses week-ends dans la forêt, à l'affût du sanglier et du chevreuil. Il connaît la forêt de Compiègne comme sa poche, mieux peut-être que n'importe qui d'autre au village. Le samedi 20 septembre 2003, Henri part pour une journée de chasse. Il a son fusil, son gilet orange réglementaire, son sac avec quelques provisions. Il décide d'explorer un secteur qu'il ne fréquente pas souvent, au nord-est du village, pas très loin de l'endroit où les frères Lavigne avaient l'habitude d'aller. Henri se souvient vaguement de cette histoire. Il avait 31 ans à l'époque de la disparition. Il avait participé aux recherches. Mais 27 ans ont passé, et maintenant, quand il marche dans cette partie de la forêt, il ne pense pas aux enfants disparus, il pense au gibier. Vers 11 heures du matin, Henri s'enfonce dans un secteur particulièrement dense. Il y a là une vieille cabane de forestier abandonnée depuis des décennies. La cabane est en ruine. Le toit s'est partiellement effondré. Les murs en pierre sont couverts de lierre et de mousse. Henri est déjà passé près de cette cabane plusieurs fois au fil des années, mais ne s'y est jamais vraiment intéressé. Aujourd'hui, il remarque quelque chose d'inhabituel. Il y a un creux dans le sol près du muret de la cabane, comme si la terre s'était affaissée récemment. Sa curiosité piquée, Henri s'approche. Le creux fait environ 50 cm de diamètre et une vingtaine de centimètres de profondeur. Ça ressemble à un terrier d'animal, peut-être un blaireau ou un renard. Mais en se penchant, Henri aperçoit quelque chose qui n'a rien de naturel. Un bout de tissu sombre, à moitié enfoui dans la terre meuble. Il pose son fusil et commence à gratter doucement avec ses mains. Le tissu est décomposé, friable, mais reconnaissable. C'est du nylon ou quelque chose de similaire. Henri continue de creuser, doucement, avec une précaution instinctive. Ses doigts touchent quelque chose de plus solide. Il dégage progressivement l'objet. C'est un sac, un petit sac à dos d'enfant. Le tissu est pourri par des années d'humidité et de décomposition, mais la forme est encore reconnaissable. Il y a même encore des restes de sangle. Le cœur d'Henri commence à battre plus fort. Un sac d'enfant, enterré dans la forêt, près d'une cabane abandonnée. Il sait immédiatement ce que cela pourrait signifier. Avec des mains tremblantes maintenant, Henri ouvre délicatement le sac. La fermeture éclair est bloquée par la rouille et la terre. Il doit forcer doucement. L'intérieur est rempli de terre et de débris végétaux, mais il y a des objets. Un couteau de poche, complètement rouillé, une gourde en métal, cabossée, un bout de corde. Et quelque chose qui fait s'arrêter le cœur d'Henri, un petit carnet, miraculeusement protégé par un étui en plastique qui, bien que dégradé, a fait son travail. Le carnet est humide, les pages collées ensemble, mais il y a des dessins encore visibles, des croquis d'oiseaux, de plantes, d'insectes, et sur la première page, tracé d'une écriture enfantine appliquée, un nom, Julien Lavigne. Henri reste figé, le carnet dans les mains pendant ce qui lui semble une éternité. Julien Lavigne, les frères disparus, 27 ans. C'est impossible et pourtant c'est là, dans ses mains. Il regarde autour de lui,
comme si les garçons pouvaient apparaître soudainement entre les arbres. La forêt est silencieuse, seulement le bruissement des feuilles dans le vent. Henri sait qu'il ne doit pas toucher à rien d'autre. Il a vu assez de séries policières pour savoir que c'est une scène de crime potentielle, même après tout ce temps. Il repose délicatement le carnet dans le sac, recouvre le tout avec son propre blouson pour le protéger et court vers le village. Il court littéralement, un homme de 58 ans qui n'a pas couru depuis des années, mais l'adrénaline le porte. Il doit prévenir les gendarmes immédiatement. Henri arrive à la gendarmerie de Compiègne vers 12h30, essoufflé, le visage rouge. Le gendarme de permanence, un jeune adjudant nommé Mercier, écoute son histoire avec un mélange de scepticisme et d'intérêt. Des objets datant de 27 ans retrouvés dans la forêt. L'adjudant Mercier n'était même pas né en 1976, mais il connaît l'affaire des frères Lavigne, c'est une légende locale. Il contacte immédiatement son supérieur, le lieutenant Ferrand, qui arrive à la gendarmerie 1 heure plus tard. Le lieutenant Ferrand est un homme méthodique, la quarantaine, avec 15 ans d'expérience dans la police judiciaire. Il interroge Henri de manière approfondie. Où exactement a-t-il trouvé le sac? A-t-il touché à d'autres choses? Quelqu'un d'autre était dans le secteur? Henri répond du mieux qu'il peut. Le lieutenant décide d'agir rapidement. À 15 heures, une équipe de 4 gendarmes, accompagnée d'Henri qui sert de guide, se rend sur les lieux. Ils emportent du matériel de balisage, des appareils photos, des sacs pour l'épreuve. Quand ils arrivent à la cabane abandonnée, le lieutenant Ferrand inspecte d'abord les alentours. La cabane est vraiment isolée, à au moins 2 kilomètres du sentier le plus proche, dans une partie dense de la forêt. Pas étonnant qu'elle n'ait pas été découverte pendant les recherches de 1976. À l'époque, les équipes s'étaient concentrées sur les zones proches de la clairière habituelle des garçons, qui est à environ 1,5 km de là. Cette cabane n'était probablement même pas sur leur radar. Le sac est photographié in situ, puis soigneusement extrait et placé dans un sac à preuves. Le lieutenant ordonne une fouille plus approfondie de la zone immédiate autour de la cabane. Les gendarmes sondent le sol, cherchent d'autres dépressions, d'autres anomalies. Ils trouvent quelque chose d'autre, à environ 3 mètres du premier trou, une autre dépression récente dans le sol. En creusant prudemment, ils découvrent des ossements, petits, fragiles, partiellement décomposés. Le lieutenant Ferrand sent son estomac se serrer. Il ne faut pas être médecin légiste pour reconnaître des os humains, et la taille suggère un enfant. Les fouilles s'arrêtent immédiatement. C'est maintenant officiellement une scène de crime. Le périmètre est balisé, un gardien est posté pour la nuit. Le lieutenant Ferrand contacte le procureur de la République à Compiègne. Le lendemain matin, une équipe complète de la police scientifique arrive sur place. Ils installent une tente au-dessus du site, travaillent méthodiquement, tamisent chaque poignée de terre. Au fil des jours suivants, l'ampleur de la découverte devient claire. Il y a des restes de 2 corps, enterrés séparément, mais à proximité l'un de l'autre. Les ossements sont fortement dégradés après 27 ans dans un sol humide et acide, mais suffisamment préservé pour une analyse. Les experts médico-légaux estiment qu'il s'agit de 2 enfants. Garçons âgés d'environ 9 à 13 ans au moment de la mort. Les restes sont envoyés au laboratoire de police scientifique à Lyon pour des analyses plus poussées, notamment des tests ADN. La nouvelle de la découverte se répand comme une traînée de poudre. Les médias locaux puis nationaux s'emparent de l'histoire. Disparition mystérieuse résolue après 27 ans. Les journalistes convergent vers Vieux Moulin. Le village tranquille se retrouve soudainement assiégé par des camionnettes de télévision, des reporters avec des micros. On interroge les habitants, on ressort les vieilles photos de Julien et Mathis, on refait l'histoire de leur disparition. Céleste apprend la nouvelle par un appel du lieutenant Ferrand. Elle est à son bureau à Amiens quand son téléphone sonne. Le lieutenant est délicat mais direct. Des restes ont été trouvés dans la forêt de Compiègne, ils correspondent à l'âge et au profil de ses frères. Des analyses sont en cours pour confirmation. Céleste sent le monde vaciller autour d'elle. Après 27 ans, une partie d'elle-même s'était résignée à ne jamais savoir. Et maintenant, soudainement, il y a une réponse, ou du moins le début d'une réponse.
Elle prend immédiatement un congé et se rend à Vieux-Moulin. Elle doit prévenir sa mère avant que Marguerite ne l'apprenne par la télévision ou par des voisins. Quand Céleste arrive à la vieille maison familiale, Marguerite est dans la cuisine, comme toujours, regardant par la fenêtre. Céleste s'assoit près d'elle, prend ses mains fragiles dans les siennes et lui annonce doucement qu'on a trouvé quelque chose dans la forêt, quelque chose qui pourrait être Julien et Mathis. La réaction de Marguerite est étrange. Elle ne pleure pas, ne crie pas. Elle hoche simplement la tête, comme si elle s'y attendait depuis toujours. Ils sont rentrés à la maison, dit-elle doucement, avec un sourire vague. Ils sont enfin rentrés. Céleste comprend que sa mère ne saisit pas vraiment ce que cela signifie, ou peut-être qu'elle a sa propre manière de gérer l'information, après toutes ces années d'attente. Marcel arrive de Paris le soir même. Lui et Céleste s'occupent des démarches pratiques, parlent avec les enquêteurs, essaient de protéger Marguerite du cirque médiatique. Mais c'est impossible de vraiment isoler la famille. Les journalistes campent littéralement devant la maison. Céleste finit par faire une brève déclaration, demandant du respect pour leur vie privée pendant cette période difficile. Les résultats des analyses ADN arrivent 10 jours plus tard. C'est une confirmation positive. Les restes appartiennent bien à Julien et Mathis Lavigne. Ils sont morts depuis longtemps, probablement peu après leur disparition. Les analyses des ossements ne révèlent pas de cause de mort évidente, pas de traces de traumatisme violent, mais après 27 ans, de nombreux indices médico-légaux ont disparu. L'enquête se concentre maintenant sur la question cruciale. Que s'est-il passé? Comment sont-ils morts? Qui les a enterrés là? Le lieutenant Ferrand et son équipe examinent minutieusement tous les objets trouvés dans le sac. Le carnet de Julien est envoyé à des experts en documents anciens qui tentent de décoller les pages collées et de lire les notes. C'est un travail délicat, minutieux. Certaines pages sont perdues, la moisie et l'humidité les ont détruites, mais d'autres sont lisibles. Ce que révèlent ces pages est troublant. Les dernières entrées du carnet, datées du 17 août 1976, décrivent la journée des garçons. Julien écrit qu'ils ont pris le sentier habituel vers leur clairière, mais qu'en chemin, Mathis a voulu explorer une direction différente. Ils ont suivi un vieux chemin qu'ils n'avaient jamais pris avant. Le carnet décrit leur arrivée à une cabane abandonnée que Julien trouve fascinante. Il fait des croquis rapides de la structure. Et puis, il y a une dernière phrase, inachevée, qui glace le sang du lieutenant Ferrand. Il y a quelqu'un. Cette phrase ouvre une nouvelle direction à l'enquête. Il y avait quelqu'un à cette cabane le 17 août 1976. Quelqu'un que les garçons ont rencontré. Le lieutenant Ferrand doit maintenant identifier cette personne, 27 ans après les faits. C'est un défi monumental. Qui utilisait cette cabane abandonnée? Qui aurait pu y être ce jour-là? Le lieutenant commence par examiner les archives cadastrales. La cabane appartenait autrefois à l'Office national des forêts, construite dans les années 1920 pour les forestiers. Elle a été officiellement abandonnée en 1958, jugée trop délabrée et trop isolée pour être utile. Depuis, elle n'a plus eu d'usage officiel. Mais cela ne signifie pas qu'elle était totalement déserte. Les sans-abri, les braconniers, parfois même des adolescents à la recherche d'un endroit tranquille, ces cabanes abandonnées attirent toutes sortes de personnes. Le lieutenant Ferrand reprend les anciens dossiers d'enquête de 1976. L'inspecteur Gauthier, maintenant âgé de 83 ans et retraité à Nice, est contacté par téléphone. Sa mémoire est encore remarquablement claire. Il se souvient parfaitement de l'affaire. Elle l'a hanté pendant des années. Il confirme que la cabane n'avait pas été fouillée à l'époque parce qu'elle était hors de la zone de recherche concentrée. Les chiens avaient perdu la trace des garçons bien avant d'arriver dans ce secteur. Gauthier exprime des regrets profonds. Si seulement ils avaient élargi leur périmètre, si seulement, le lieutenant rassure le vieil inspecteur. Avec les moyens de l'époque et l'immensité de la forêt, il était impossible de tout fouiller. Mais maintenant, ils ont une nouvelle chance de découvrir la vérité. Le lieutenant demande à Gauthier s'il y avait des personnes suspectes dans la région à l'époque, des individus avec un comportement étrange, des antécédents. Gauthier mentionne quelques noms,
Mais tous ont été vérifiés et écartés à l'époque. Le lieutenant décide d'une approche différente. Il fait paraître des annonces dans les journaux locaux et régionaux, lance un appel à témoins à la télévision. Quelqu'un se souvient-il d'avoir fréquenté cette partie de la forêt en 1976? Quelqu'un a-t-il vu quelque chose d'inhabituel? Les réponses commencent à arriver, lentement. La plupart sont inutiles, des gens qui confondent les dates ou les lieux. Mais un témoignage attire l'attention du lieutenant. Une femme âgée, Madame Renaud, 76 ans, habitante de Compiègne, appelle la gendarmerie. Elle dit qu'en 1976, son mari, maintenant décédé depuis 8 ans, lui avait mentionné avoir vu quelqu'un près d'une vieille cabane dans la forêt. Son mari était garde forestier à l'époque. Il avait remarqué des signes d'occupation dans cette cabane, des restes de nourriture, des couvertures. Il pensait que c'était peut-être un vagabond ou un braconnier. Mais quand il était revenu quelques semaines plus tard, tout avait disparu et il n'y avait plus pensé. Le lieutenant Ferrand interroge longuement Madame Renaud. Se souvient-elle de quand exactement son mari a vu ces signes d'occupation? Elle réfléchit, fouille dans sa mémoire. C'était l'été 1976, elle en est sûre, parce que c'était l'année de la grande canicule, peut-être en juillet ou août. Son mari n'avait pas fait de rapport officiel, parce que ce n'était pas vraiment inhabituel de trouver des traces de passage dans les cabanes abandonnées. Cette information, bien que fragmentaire, donne une direction. Il y avait quelqu'un qui utilisait cette cabane durant l'été 1976. Qui? Le lieutenant Ferrand plonge dans les archives de la gendarmerie de l'époque, cherchant des rapports sur des individus suspects, des vagabonds signalés, des incidents mineurs. C'est un travail fastidieux, des centaines de pages de vieux rapports manuscrits, certains à peine lisibles. Finalement, il trouve quelque chose, un rapport datant du 23 juillet 1976. Un homme a été interpellé pour ivresse publique dans les rues de Compiègne. Il refusait de donner son identité, n'avait pas de papier sur lui. Il a été gardé quelques heures au poste pour dessouler, puis relâché avec un avertissement. Le rapport mentionne qu'il prétendait vivre dans la forêt, qu'il était juste venu en ville pour acheter des provisions. Les gendarmes de l'époque ne l'avaient pas pris au sérieux, l'avaient considéré comme un clochard inoffensif. Le lieutenant sent son pouls s'accélérer. Est-ce que cet homme pourrait être lié à la disparition des garçons? Le rapport ne contient pas de nom, mais il y a une description physique sommaire. Homme d'environ 30 à 40 ans, cheveux bruns longs, barbe fournie, vêtements sales et déchirés. Pas de signes distinctifs notables. C'est peu, mais c'est quelque chose. Le lieutenant commence à chercher dans les bases de données nationales des personnes disparues ou recherchées durant cette période. Il élargit ses critères, cherche des individus avec des antécédents psychiatriques qui auraient pu fuguer ou disparaître des institutions. Et là, il trouve une correspondance troublante. En juin 1976, un patient nommé Robert Mercier s'est échappé d'un hôpital psychiatrique à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Robert Mercier avait 34 ans, souffrait de schizophrénie paranoïde, avait des antécédents de comportements violents lors de crises. Il avait été interné après avoir agressé quelqu'un dans un accès de délire. Après son évasion, il y avait eu quelques signalements sporadiques de sa présence dans différentes régions de France, mais il n'avait jamais été retrouvé. Le dossier le décrit comme potentiellement dangereux, surtout s'il ne prenait pas ses médicaments. Le lieutenant obtient une photo de Robert Mercier datant de 1975. C'est une photo d'identité prise lors de son admission à l'hôpital. Homme aux traits émaciés, regard vide, cheveux bruns mi-longs, début de barbe. La description correspond grossièrement à l'homme interpellé à Compiègne en juillet 1976. Le lieutenant Ferrand contacte l'hôpital psychiatrique de Clermont-Ferrand, demande le dossier complet de Robert Mercier. Ce qu'il apprend est glaçant. Mercier avait grandi dans une famille dysfonctionnelle, avait subi des abus sévères durant son enfance. Il avait développé une profonde méfiance envers les autres, des délires paranoïaques où il croyait que les gens complotaient contre lui. Dans son dossier médical, il y a des notes indiquant qu'il avait exprimé à plusieurs reprises le désir de vivre seul dans la nature,
loin de la société qu'il percevait comme hostile et dangereuse. Le puzzle commence à se former dans l'esprit du lieutenant. Robert Mercier s'échappe en juin 1976, erre à travers la France, finit par arriver dans la forêt de Compiègne où il trouve une cabane abandonnée. Il s'y installe, vivant de braconnage et de provisions achetées occasionnellement en ville. Et puis, le 17 août, 2 jeunes garçons tombent par hasard sur sa cachette. Mais que s'est-il passé exactement? Le lieutenant doit reconstituer les événements. Il retourne sur le site de la cabane, avec une équipe. Il fouille plus minutieusement les alentours, cherche d'autres indices. À l'intérieur de la cabane elle-même, sous des années d'accumulation de feuilles mortes et de débris, il trouve des traces de présence humaine. Des restes d'un foyer de fortune, des boîtes de conserve rouillées datant des années 70, des bouts de tissu qui pourraient avoir été des couvertures ou des vêtements. Dans un coin de la cabane, sous un amas de pierres, il découvre quelque chose d'autre. Un sac en plastique partiellement préservé contenant des documents. À l'intérieur, miraculeusement protégé de l'humidité, il y a des papiers, des vieilles lettres, une carte d'identité périmée. La carte d'identité confirme ce que le lieutenant suspectait. Robert Mercier, né le 12 mars 1942 à Clermont-Ferrand. La photo correspond à l'homme du dossier psychiatrique. Maintenant, le lieutenant a la certitude que Robert Mercier était bien à cette cabane. Mais il faut encore comprendre ce qui s'est passé avec les garçons. Il n'y a aucune preuve directe de violence. Les analyses médico-légales des ossements n'ont révélé aucun traumatisme évident, pas de fracture, pas de marque d'armes. Comment sont-ils morts? Le lieutenant consulte des experts en psychiatrie, leur présente le profil de Robert Mercier. Ils expliquent que quelqu'un dans son état mental, vivant en isolement complet, sans médicaments, aurait été dans un état de délire paranoïaque constant. L'apparition soudaine de 2 enfants aurait pu déclencher une crise. Il aurait pu les percevoir comme une menace, comme des espions venus le dénoncer. Sa réaction aurait été imprévisible, potentiellement violente, mais pas nécessairement de manière évidente. Un des experts propose une théorie. Mercier aurait pu paniquer en voyant les garçons, les aurait peut-être enfermés dans la cabane pour les empêcher de partir et de révéler sa présence. Dans un état de paranoïa aiguë, il aurait pu les garder prisonniers pendant des heures, voire des jours, essayant de décider quoi faire. Les garçons, terrifiés, affamés, déshydratés dans la chaleur intense d'août, auraient pu succomber au stress, à la déshydratation, peut-être même à un étouffement accidentel si Mercier les avait bâillonnés. C'est une hypothèse horrible, mais elle correspond aux faits. Elle expliquerait pourquoi il n'y a pas de signe de violence directe sur les ossements. Elle expliquerait aussi pourquoi Mercier les aurait enterrés près de la cabane. Un acte qui suggère une certaine prise de conscience, peut-être même de la culpabilité ou de la peur des conséquences. Le lieutenant Ferrand doit maintenant retrouver Robert Mercier, ou du moins découvrir ce qu'il est devenu. Les recherches dans les bases de données nationales révèlent qu'un corps non identifié a été retrouvé en novembre 1976 dans la Seine, près de Rouen, à environ 100 km au nord-ouest de Compiègne. L'homme s'était apparemment noyé, peut-être un suicide, peut-être un accident. Le corps était dans un état de décomposition avancé quand il a été retrouvé. L'identification n'avait pas été possible à l'époque. Il avait été enterré dans le carré des indigents du cimetière de Rouen. Le lieutenant obtient l'autorisation d'exhumer ce corps. Les analyses ADN modernes peuvent maintenant faire ce qui était impossible en 1976. Les résultats arrivent 3 semaines plus tard. Correspondance positive. Le corps non identifié de la Seine était bien Robert Mercier. Il est mort environ 3 mois après la disparition des frères Lavigne. Tout se met en place. Après la mort des garçons, Mercier, probablement submergé par la culpabilité ou la peur d'être découvert, a quitté la cabane. Il a erré, peut-être de plus en plus désorienté, jusqu'à finir dans la Seine. Sa mort met fin à toute possibilité de connaître exactement ce qui s'est passé dans cette cabane le 17 août 1976. Seul Mercier connaissait toute la vérité, et il l'a emporté avec lui dans la mort.
Le lieutenant Ferrand convoque Céleste et Marcel pour leur présenter les conclusions de l'enquête. C'est une conversation déchirante. Céleste écoute, le visage pâle, les mains serrées sur ses genoux. Marcel pleure ouvertement. Apprendre que ses neveux sont probablement morts de peur et de déshydratation, prisonniers d'un homme malade mental dans une cabane isolée, c'est une vérité insoutenable. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, une forme de clôture. Après 27 ans de questions sans réponse, de théories torturantes, ils savent maintenant. Ce n'était pas leur faute. Ce n'était pas quelque chose qu'ils auraient pu prévoir ou empêcher. C'était une convergence tragique de circonstances, deux jeunes garçons curieux qui ont eu la malchance de tomber sur un homme dangereusement malade, au mauvais moment. Marguerite reçoit les nouvelles dans un état de détachement complet. Elle ne semble pas vraiment comprendre, ou peut-être qu'elle a dépassé le point où ces informations peuvent encore l'atteindre. Elle hoche la tête, sourit vaguement, demande si les garçons vont rentrer pour le dîner. Céleste et Marcel décident de ne pas insister, de la laisser dans son monde où ses fils sont encore quelque part, en sécurité. Les restes de Julien et Mathis sont officiellement restitués à la famille en novembre 2003. Des funérailles sont organisées 27 ans après leur disparition. Presque tout le village de Vieux-Moulins est présent. Les anciens qui se souviennent de l'affaire originale et les nouveaux résidents qui ont appris l'histoire par les médias. C'est une cérémonie émouvante, pleine de larmes et de regrets pour des vies fauchées trop tôt. Marguerite assiste aux funérailles dans un fauteuil roulant. Elle est trop faible pour marcher longtemps maintenant. Elle regarde les deux petits cercueils blancs avec une expression paisible. Pendant l'homélie, le prêtre parle de la tragédie de l'innocence perdue, de la cruauté du destin, mais aussi de la paix qui vient finalement avec la vérité. Céleste, debout à côté de sa mère, tient sa main fragile. Elle pleure pour la première fois depuis des semaines, laissant enfin sortir toute la douleur accumulée. Julien et Mathis sont enterrés ensemble dans le petit cimetière de Vieux-Moulins, sous un grand chêne. Leur pierre tombale est simple, gravée de leur nom, leur date de naissance et une seule date de mort, le 17 août 1976. En dessous, une inscription choisie par Céleste, ensemble pour toujours, libre maintenant. Dans les mois qui suivent, la vie reprend lentement son cours. L'affaire reste médiatiquement importante pendant quelques semaines, puis disparaît progressivement des journaux, remplacée par d'autres actualités. Céleste retourne à Amiens, à son travail, à sa vie, mais elle est changée. Elle décide de s'investir dans des associations d'aide aux familles de personnes disparues, voulant utiliser son expérience pour aider d'autres qui traversent le même cauchemar. Marcel continue de rendre visite à Marguerite régulièrement. Elle décline rapidement après les funérailles, comme si maintenant que ses fils ont trouvé le repos, elle pouvait enfin lâcher prise. Elle meurt paisiblement dans son sommeil en février 2004, à l'âge de 66 ans. Céleste trouve un certain réconfort dans le fait que sa mère n'a plus à porter ce fardeau. Elle est maintenant réunie avec Julien et Mathis, d'une certaine façon, si on croit à ces choses. La cabane dans la forêt de Compiègne devient brièvement un lieu morbide d'intérêt. Des curieux viennent la voir, prennent des photos. Mais finalement, l'Office national des forêts décide de la démolir complètement. En mars 2004, la cabane est rasée, les pierres dispersées, les traces de cette tragédie effacées autant que possible. La forêt reprend ses droits, les arbres et les sous-bois recouvrent progressivement l'endroit. Dans quelques années, il ne restera plus aucune trace visible de ce qui s'est passé là. Henri Castellane, le chasseur qui a fait la découverte initiale, vit avec des sentiments mitigés. Il est content d'avoir pu apporter des réponses à la famille Lavigne, mais il est aussi hanté par ce qu'il a trouvé. Il continue de chasser dans la forêt, mais évite ce secteur particulier. Certains endroits, dit-il à ses amis, gardent une atmosphère, un poids que même le temps ne peut effacer. Le lieutenant Ferrand classe officiellement le dossier en mai 2004. Cause du décès, homicide involontaire par personne, souffrant de troubles psychiatriques, Robert Mercier décédé, affaire close. Mais pour le lieutenant, comme pour tous ceux qui ont été touchés par cette histoire,
l'affaire ne sera jamais vraiment close. Elle reste là, dans un coin de l'esprit, un rappel de la fragilité de la vie et de la manière dont le destin peut basculer en un instant. Céleste visite la tombe de ses frères plusieurs fois par an. Elle leur apporte des fleurs, leur parle doucement, leur raconte sa vie. Elle s'est finalement réconciliée avec le passé, pas en l'oubliant, mais en l'acceptant comme une partie intégrante de qui elle est. Elle a même fondé une petite organisation qui aide à financer des recherches pour les personnes disparues, utilisant des technologies modernes comme les drones et l'analyse ADN avancée. C'est sa façon d'honorer la mémoire de Julien et Mathis, de s'assurer que leur histoire n'était pas en vain. Le village de Vieux-Moulins retourne à sa tranquillité habituelle. Les touristes viennent toujours pour la forêt de Compiègne, pour ses sentiers de randonnée et sa beauté naturelle. Certains connaissent l'histoire des frères Lavigne, d'autres non. La forêt continue sa vie éternelle, indifférente aux drames humains qui se sont joués sous ses arbres. Les saisons passent, les feuilles tombent et repoussent, les animaux vivent et meurent, et la forêt demeure. 20 ans après la découverte, en 2023, un documentaire est réalisé sur l'affaire des frères Lavigne. Céleste, maintenant dans la cinquantaine, accepte d'être interviewée. Elle raconte son histoire avec une sérénité dure acquise. Elle parle de ses frères, non pas comme des victimes figées dans le temps, mais comme des personnes réelles, avec des rêves et des personnalités. Julien qui voulait devenir biologiste, Mathis qui ne tenait jamais en place, leur complicité fraternelle, malgré leurs différences. Le documentaire se termine sur des images de la forêt de Compiègne aujourd'hui, paisible et belle. La voix de Céleste en narration dit quelque chose de profond. La forêt a gardé leur secret pendant 27 ans, mais finalement, la vérité a émergé. Pas la vérité complète peut-être, nous ne saurons jamais exactement ce qui s'est passé dans ces dernières heures, mais assez de vérité pour permettre la paix. Et c'est tout ce que nous pouvions espérer. Cette affaire nous montre à quel point la vie peut basculer en un instant et comment une maladie mentale non traitée peut avoir des conséquences tragiques. Elle nous rappelle aussi l'importance de ne jamais abandonner la recherche de la vérité, même après des décennies. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous pu imaginer que c'était un homme malade mental, vivant caché dans la forêt, qui était responsable? Aviez-vous remarqué les indices subtils au fil de l'histoire, comme les chiens qui perdent la piste, ou le carnet qui mentionne quelqu'un à la cabane? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie et que ce type d'histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également aux affaires mystérieuses résolues. Merci de nous avoir suivis dans cette investigation longue et difficile.